à la manière de Thomas. Vous vous souvenez de Montaigu, la locomotive verte? Comme tout le monde trouve qu'il se dandine, on lui a donné un surnom, Duck, ce qui en anglais veut dire canard. Avant d'arriver sur Chicalor, Duck travaillait sur le continent pour les chemins de fer du Grand Ouest. Dans le travail, ce n'est pas le genre à plaisanter. Et il fait toujours les choses à la mode du Grand Ouest. Ce matin-là, Harold, l'hélicoptère, vole au secours de 2 alpinistes en difficulté sur la falaise située à côté du château des Calanes. Tenez bon, j'arrive! Dans 5 minutes, vous serez sur le plancher des vaches! Avec son harnais, il récupère les alpinistes, puis il les ramène au sol. Mais au moment de redécoller, Oh non! Mes rotors sont bloqués! Je ne peux plus bouger! aussitôt Duck est appelé en renfort. Et c'est le gros contrôleur en personne qui l'accueille au pied du château. Ah, Duck, tu vas devoir ramener Harold au centre de recherche et de secours pour qu'il se fasse réparer. Eh bien, chef! Mais monsieur, je suis très grand! Et mes flotteurs sont assez larges! Alors je me vois mal voyager en train. Je vais me cogner les pales dans des pylônes. Ne t'en fais pas, Harold. Thomas ira se placer en queue de convoi. C'est lui qui fera attention à ce que tu passes bien sous les tunnels ou dans des chemins étroits. Allons, ne crains rien, Harold. On va vite te ramener chez toi. Oui, je sais, Duck. C'est juste que je me déplace dans les airs, moi, d'habitude. On voit les choses différemment là-haut. En chemin, alors qu'ils avancent tranquillement, une idée fuse dans la cheminée de Thomas. Duck, j'ai trouvé un bon moyen pour mettre à l'aise Harold. On n'a qu'à lui montrer tous les plus beaux sites de Chicalor, mais vu du sol cette fois. Ça, ce serait génial! Duck est moins enthousiaste. Je ne connais que 2 façons de faire les choses, Thomas. Soit tu procèdes à la mode du Grand Ouest, soit tu t'y prends mal. Et donc, si tu choisis le Grand Ouest, tu dois aller directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours. Tu oublies les détours. Eh ben, ça va pas être la fête. Thomas, ce pont est étroit. Ne t'inquiète pas, c'est bon, vas-y. Pourquoi on ne prendrait pas la voie qui longe le zoo? C'est à côté, tu pourrais voir tous les animaux. Et de très près. Oh, ce serait sympa. Désolé, Harold, mais le zoo ne fait pas partie de notre itinéraire. Ah, j'ai trouvé. On n'a qu'à montrer le pont suspendu de Chicalor à Harold. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'accord. Moi, je crois qu'on va bien s'amuser. Mais ce n'est pas sur notre itinéraire. On nous a chargé de t'emmener directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours de Chicalor. Je procède à la mode du Grand Ouest, moi. Duck est habitué à travailler d'une certaine manière et rien ne le fera dévier de sa route. Et ça énerve Thomas. Harold, j'aimerais te faire visiter la gare des 4 vents. Mais ça m'étonnerait que Duck soit d'accord. Oh! Mais Thomas n'est jamais à court d'idées. Duck, j'ai oublié de te dire un truc. Il faut absolument que l'on passe par les 4 vents. C'est là-bas que nous attend l'ingénieur qui va réparer Harold. Oh, d'accord, Thomas. Puisque le chef veut que l'on s'arrête aux 4 vents, nous devons nous y rendre directement et à toute vapeur. Aussitôt dit, aussitôt fait. Duck se déroute sans se douter qu'on lui a menti. Oh! Regardez-moi ça! Et encore, attends de voir l'intérieur. C'est... Stop! J'ai mal entendu! Oh! Freine! Pardon, mais tu es trop grand pour pouvoir rentrer dans la gare. Quoi? L'Express passe avant tout! Un
hélicoptère sur la voie? Oh, Harold est trop large pour que je puisse passer à côté. Maintenant, c'est sûr, je vais arriver en retard. Oh, merci. Mais la situation risque encore d'empirer. Doc? Thomas? Mais que faites-vous aux 4 vents? Nous sommes juste passés chercher l'ingénieur qui doit réparer Harold. Quoi? Quelle idée! Je vous signale que l'ingénieur attend votre arrivée au centre de recherche et de secours. Thomas? Après cette histoire, Duck est fâché contre Thomas. Tu t'es bien moqué de moi, je te remercie. Mais à partir de maintenant, on va faire les choses à la mode du Grand Ouest. Et tant pis si ça te déplaît. Nous allons donc nous rendre... Directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours, je sais. J'aurais bien aimé te faire visiter d'autres endroits. Ce n'est que partie remise. Allons, souris! C'est alors que Thomas aperçoit un tunnel à quelques mètres devant eux. Il réalise tout de suite qu'avec ses pales, Harold ne passera jamais. Duck, arrête! On doit utiliser une autre voie! Tu m'as déjà menti une fois, je ne tomberai pas dans le piège! Mais Duck! Le tunnel! Duck! Stop! Non! Les pales de l'hélicoptère empêchent le convoi d'avancer. Les 2 locomotives savent qu'elles doivent prévenir les secours pour débloquer Harold. Des ingénieurs accourent aussitôt pour libérer l'hélicoptère. Bien sûr, le gros contrôleur débarque aussi pour évaluer les dégâts. Et il a l'air furieux. Oh! L'état de Harold s'est encore aggravé. C'est malin. À cause de vous, les trains vont tous avoir énormément de retard. 2 bêtises dans une seule journée. Alors, j'espère que vous avez retenu la leçon maintenant. Oui, monsieur. Oui, c'est le cas, chef. Ça, je l'espère, parce que vous allez tous les 2 emmener Harold au centre de recherche et de secours sur le champ. Il faut peu de temps aux ingénieurs pour libérer le pauvre hélicoptère. Ensuite, Thomas et Duck le font sortir du tunnel. Excuse-moi de ne pas t'avoir obéi tout à l'heure, Thomas. S'il y a un fautif, c'est moi. Mais non, c'est aussi de ma faute. Rien ne serait arrivé si je t'avais écouté. Bon, allez, on va emmener Harold au centre sans faire un seul détour. Mais j'aimerais que tu m'expliques comment on va aller sur la côte sans traverser un tunnel. C'est impossible. Ne t'en fais pas, je connais un chemin. Cette fois, on procède à ma manière. Et c'est comment, à la mode de Thomas? Laisse-moi passer devant et je te fais une démonstration. Les 2 locomotives échangent donc leur place. Duck vérifie bien qu'il y a assez de place sur les côtés pour faire passer Harold. Thomas, lui, est responsable du nouvel itinéraire et pour l'instant, ce chemin est idéal. Bon, d'accord, il est un peu plus long, mais au moins, il n'y a pas de tunnel. Finalement, le convoi réussit à atteindre le centre sans encombre. Et l'ingénieur se met tout de suite au travail. Au revoir, Thomas. Au revoir, Duck. Et merci pour tout. De rien, Harold. J'ai compris une chose, Thomas. En réalité, il y a 3 façons de procéder quand on veut faire quelque chose. Et lesquels? La première, à la mode du Grand Ouest, puis le mauvais choix, et enfin, il y a à la manière de Thomas. Bien évidemment, à la mode du Grand Ouest, c'est souvent la meilleure. La chance tourne. Ce matin-là, Percy se trouve à la gare du Puy-Sec, en train de faire ce qu'il préfère le plus au monde, livrer le courrier. Pendant que les facteurs déchargent les sacs, Percy sent ses paupières qui se ferment lentement. Depuis la voie d'à côté, Henry donne 2 coups de sifflet et sur le quai, un homme secoue son mouchoir vert. Percy, mal réveillé, le prend pour le chef de gare et croit qu'on lui donne le signal de départ. Stop! On n'a pas fini de décharger! Oh là 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 là! Maintenant, la petite locomotive verte doit attendre que toutes les lettres aient été ramassées. Oh mon pauvre, c'est pas de chance. Non, c'est pas de la poisse, dis-lui toi, Ben. D'accord, si tu veux, Bill. Ça, c'est de la négligence. En plus, je vais être en retard.
Une fois sa bêtise réparée, Percy file à toute vapeur pour rattraper le temps perdu, quand soudain quelque chose attire son regard. Oh, oh non! Il y a des citrouilles sur la voie! Oh! Quelle pagaille! Et mes roues sont toutes poisseuses et collantes! Décidément, ce n'est pas son jour de chance. Percy va devoir attendre que l'on vienne dégager la voie. Oh, Percy, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Hiro, j'enchaîne les catastrophes et là, je craque. Mais non, c'est rien. Les jours de malchance, ça nous arrive à tous, tu sais. Percy se rappelle alors ce que Thomas lui a dit un peu plus tôt. Oh mon pauvre, c'est pas de chance. Du coup, Percy se demande si ce n'est pas lui qui attire la poisse. À la gare des Marrons, les jumeaux se font disputer par le gros contrôleur venu les voir exprès. À cause de votre négligence, nous avons pris énormément de retard ce matin. Alors, pour éviter que d'autres caisses ne tombent de vos wagons plats, l'un de vous va être forcé de pousser le train par l'arrière. C'est toi qui vas te mettre en fin de convoi. On n'aurait pas eu de problème si tu avais conduit plus prudemment. Pardon? Tu exagères! Je refuse de me mettre à l'arrière. Bon, j'y vais. Pendant ce temps-là, au château des Elfes, Percy est encore bouleversé par ses dernières mésaventures et il s'en plaint auprès de Stephen. Quelle poisse! Tu as encore tes 4 roues et un jeu complet de pistons, non? Tu devrais au contraire te considérer comme très chanceux. Oui, d'accord, mais pourtant, C'est drôle, j'ai connu des locomotives qui avaient la guigne comme toi. Certaines emportaient un gris-gris avec elles pour attirer la chance. D'ailleurs, moi, j'ai un fer à cheval porte-bonheur. J'aimerais bien avoir un peu de chance ce matin. À ce sujet, tu sais quoi? Pourquoi tu ne prends pas mon fer à cheval porte-bonheur? Oh, merci beaucoup, Stephen. Tu viens de me sauver la vie. À partir de maintenant, grâce à toi, je vais travailler sous une bonne étoile. Je te le souhaite, Percy. Avec cet objet, la chance devrait enfin te sourire. Ça commence mal. Les roues de Percy sont toujours aussi poisseuses et collantes. Il avance par à-coups, comme s'il roulait sur des rails pas très lisses. Et il ne remarque pas que le fer à cheval gigote et tombe. Attention, Percy! Oh, misère. Le lendemain, à l'heure prévue, Percy est au puits sec pour charger les sacs de courrier. Et croisons les pistons, car jusqu'ici, il n'a pas eu d'accident. En réalité, il a même tellement de chance que le gros contrôleur décide de lui faire confiance et de lui donner une mission très importante. C'est très simple, Percy. J'ai un paquet cadeau qu'il faudrait aller livrer de ma part à Madame la Duchesse de Beaufort. Ah, pas de problème, monsieur. Percy a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Et il est persuadé que sa chance est due au fer à cheval qu'il croit toujours accroché à son pare-choc. Oh. Un peu plus tard, ce même jour, Percy roule toujours dans le bonheur. Contrairement à Ben et à Bill. Tout ça, c'est de ta faute, Ben. Oh non, c'est toi le fautif, Bill. Tu m'as poussé trop fort et j'ai déraillé. C'est faux. C'est toi qui allais trop vite devant. Nuance. Percy se sent encore plus chanceux en voyant les jumeaux dans le pétrin. Mais comme il est gentil, il leur offre son aide. Bill, pourquoi tu ne tires pas Ben pour le remettre sur les rails? J'ai déjà essayé, Percy. Mais Ben est beaucoup trop lourd. Mais non, je suis pas lourd. Bien sûr que si, tu pèses des tonnes. Pourquoi moi, je n'essaierai pas de tirer Ben? Quoi, t'es sûr de pouvoir y arriver? Oh que oui. J'ai un super fer à cheval porte-bonheur. Un fer à cheval porte-bonheur? Mais où ça? Là, regarde. Oh, 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 il n'est plus là. Oh, oh non. Je n'ai pas de chance aujourd'hui. Sans mon gris-gris, j'attire la poisse, la preuve. Oh non, oh non. Hé! Et moi, tu m'oublies? Désolé, Ben. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Bon, écoute, laisse tomber. Je vais me débrouiller, on n'a pas trop le choix. Je tombe, Bill! Mais j'essaye! Je
sais pas si je tiendrai encore longtemps. Avec fer à cheval ou sans fer à cheval, Bill et Ben ont besoin que je les aide. Percy passe à l'action. Il se fait atteler à Bill et tire de toutes ses forces. Le gros contrôleur arrive juste à temps pour assister à la fin du sauvetage. Et il est impressionné par le sang-froid de Percy. Hurrah! Merci, Percy. Oui, merci, Percy. Le gros contrôleur s'approche du héros du jour. Bien joué, Percy. Bien joué. Tu es vraiment utile et efficace. Je te félicite. Merci beaucoup, chef. Oh, Un problème, Percy? au revoir. J'exige des explications. Lequel de vous deux aimerait me raconter ce qui vient de se passer? Allez-y, j'attends. C'était de ta faute, Bill. Explique-lui. C'est toi qui as déraillé, alors vas-y, raconte. Tu m'as poussé. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Menteur. C'est toi qui mens. Non, c'est toi. Double mensonge. Je te dis que c'est toi. C'est toi. Non, c'est toi. Percy, lui, file à toute vapeur au château des elfes pour avouer à Stephen qu'il a perdu son fer à cheval porte-bonheur. Tu avais raison, ton fer à cheval m'a porté chance. Il est très efficace comme porte-bonheur. Mais en fait, je suis vraiment désolé. Tu vois, je l'ai perdu. Mais non, regarde, il est là-haut. Il est tombé quand tu es parti la dernière fois. Tu croyais que tu l'avais avec toi alors que non. Alors, toute la chance que j'ai eue en début de journée, pendant mes livraisons et la mission spéciale... Ça, ce n'était pas de la chance, c'est comme ça. La vie te sourit, parfois c'est le contraire. Justement, tu sais quoi? Maintenant, je ne crois plus du tout au porte-bonheur. Ah oui, je t'avouerai que moi non plus, je ne pense pas que ça marche vraiment. Je m'en suis servi pour te remonter le moral. Ça, c'est très gentil. Ça a marché. Ah oui? J'ai eu de la chance alors. Percy a compris qu'il n'avait pas besoin de gris-gris ni de porte-bonheur pour accomplir sa mission. Car le secret d'un travail bien fait, c'est garder le sourire, savoir se rendre utile et être efficace. Pas de neige pour Thomas. C'est l'hiver sur la petite île de Chicalor. Le vent est glacial et les arbres ont perdu toutes leurs feuilles. Et d'après la météo, il va sûrement neiger très bientôt. En prévision, les locomotives se sont équipées d'un chasse-neige, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Coucou, Edouard! Toi, je vois que tu as écouté la météo. Oh oui, Percy. Maintenant, avec le chasse-neige, je suis tranquille. Mais tout le monde ne pense pas la même chose. Thomas, par exemple, déteste rouler avec un chasse-neige. Alors, pour s'en débarrasser, il va le cacher sur une voie de garage pendant que personne ne le regarde. Je vais laisser mon chasse-neige ici, dans la forêt. Et je vais faire croire aux autres que je l'ai perdu. Thomas raconte alors un gros mensonge à son conducteur. Il lui fait croire que le chasse-neige n'est pas de la bonne taille et qu'il faut l'enlever tout de suite. Ah, c'est plus agréable comme ça. Je me sens mieux. Tout content, Thomas retourne à la gare de triage. Thomas? Mais qu'as-tu fait de ton chasse-neige? Tu ne vas jamais me croire. Je l'ai cherché partout, mais impossible de remettre la roue dessus. Et cette nuit-là, comme la météo l'avait prévu, il se met à neiger. Très vite, un grand manteau blanc recouvre chaque centimètre carré de Chicalor, y compris les rails, les quais de gare et les ponts. Le matin venu, au moment d'aller travailler, toutes les locomotives mettent leur chasse-neige pour pouvoir circuler plus facilement. Enfin non, toutes sauf une. Et il y a quelqu'un que ça met très en colère. Thomas, comme tu n'as pas de chasse-neige pour dégager la voie, tu vas devoir rester ici dans ton hangar. C'est trop dangereux de rouler sans équipement adapté. Pas de souci, monsieur. Émilie, comme toi tu as l'air d'être plus prévoyante, je vais te demander de déblayer la ligne de Thomas. On ne sait jamais. D'accord, monsieur. Thomas bouillonne de joie. Je ne suis pas forcé de mettre un chasse-neige, c'est le bonheur. En revanche, il y en a une qui fait la tête, c'est Émilie. Au lieu d'être au chaud dans un hangar, la pauvre a les roues gelées à force de patauger dans la neige. C'est trop
injuste. Pourquoi moi, je suis obligée de mettre ce stupide chasse-neige et pas Thomas? C'est alors qu'elle entend des enfants éclater de rire. Je parie qu'ils sont en train de se moquer de moi. Tout ça parce que j'ai l'air ridicule avec ce machin devant moi. La colère de la petite locomotive verte monte d'un cran. Mais alors qu'elle s'approche des enfants, elle s'aperçoit qu'ils sont en train de jouer dans la neige. Pendant que certains font de la luge, d'autres fabriquent d'énormes boules de neige. Je me suis trompée, les enfants ne se moquent pas de moi. Ils profitent du temps pour faire toutes sortes de jeux. Finalement, la neige, c'est moins ennuyeux que je ne le croyais. De son côté, Thomas s'ennuie ferme. La journée lui semble terriblement longue. Ce qui me console, c'est que je ne suis pas forcée de rouler avec un chasse-neige comme Émilie. Et vous, vous trouvez qu'Émilie a l'air de s'embêter? Elle s'amuse même tellement à rouler dans la neige que la voie est dégagée en un rien de temps. Je te félicite. Comme tu as fait de l'excellent travail, je vais te confier une mission spéciale. Tu vas aller chercher Annie et Clarabelle et tu remplaceras Thomas sur la ligne principale, d'accord? Merci beaucoup, chef. Voilà une récompense bien méritée. Au même moment, Thomas commence à trouver le temps long coincé dans son hangar. Oh, là, je paierai cher pour avoir quelque chose à faire. Je ne comprends pas pourquoi tu détestes ton chasse-neige, Thomas. C'est tellement chouette de rouler dans la neige. Vraiment? Et devine quoi? C'est moi qui vais prendre Annie et Clarabelle pour travailler sur ta ligne. Première nouvelle, Thomas est sous le choc. Ils sont à moi, ces wagons! Et c'est mon travail! Oui, mais tu n'as pas le droit de sortir du hangar. Je te rappelle que tu n'as pas de chasse-neige. Tel est prix qu'il croyait prendre. Thomas ne peut que laisser Émilie partir avec ses wagons adorés. À tout à l'heure, Thomas. Salut, Thomas. Cherche bien, ton chasse-neige ne doit pas être loin. Pour un peu, Thomas se taperait la tête avec une clé à molette. Qu'est-ce qui lui est passé par la chaudière tout à l'heure? Soudain, une idée fuse dans sa cheminée. Si je récupère vite mon chasse-neige, le gros contrôleur acceptera alors de me rendre Annie et Clarabelle. Thomas s'éloigne sans faire de bruit afin que personne ne remarque son départ. Une fois dans la forêt, il se met à la recherche de la voie de garage où il a laissé son chasse-neige. Mais malheureusement, ces portions de voie n'ont pas encore été déblayées. Impossible de voir quelque chose avec toute cette poudreuse. Tous les monticules se ressemblent. Oh non! Le chasse-neige est sûrement caché sous ce manteau blanc. On ne le voit plus. Thomas n'a pas du tout envie de retourner à la gare de triage. Lui, ce qu'il veut, c'est rouler dans la neige avec ses wagons. Mais suis-je bête? Je n'ai pas besoin de mon chasse-neige. Avec un peu de chance, Émilie a fini de dégager ma ligne. Tout content, le voilà qui met le cap sur la ligne principale pour parler à Émilie. Tout à coup, le temps se gâte et des flocons se remettent à tomber. Et c'est la catastrophe. Il faut que je trouve Émilie. Il faut que je trouve Émilie. La neige tombe de plus en plus et Thomas, qui a du mal à voir devant lui, commence à regretter son hangar. La couche de neige recouvrant les rails devient de plus en plus épaisse. Et très vite, les roues de la petite locomotive bleue n'arrivent plus à avancer. Oh non! La situation empire très vite. La couche de neige arrive presque aux premières branches des arbres. Oh, c'est affreux. Et finalement, je regrette de l'avoir caché, mon chasse-neige. Il réalise qu'avec ses bêtises, il risque de passer la nuit dehors, dans le froid. D'ailleurs, ses pistons sont déjà gelés et sa cheminée est toute glacée. Le pire, c'est que personne ne sait que je suis ici. Ouf, tout n'est pas encore perdu. Un bruit de moteur résonne dans la forêt. Mais qui se promène à cette heure-là? Ah, Émilie! Salut, Thomas. Je suis drôlement contente de te voir, tu sais. Thomas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu en fais une tête. Nous sommes passés à la gare de triage, mais tu n'y étais pas. Le gros contrôleur, lui, a l'air d'être sur le point d'exploser. Ah bravo, c'est malin. Voilà ce qui arrive quand on désobéit à son chef et que l'on sort sans chasse-neige. Oui, je sais, pardon.
J'ai été le cacher tout à l'heure. Et maintenant, je n'arrive plus à le retrouver. C'est de ça qu'on voulait te parler, justement. On l'a retrouvé sous un tas de neige un peu plus loin. Merci beaucoup, Émilie. Pardon, monsieur. Parfois, on n'a pas le choix. Et quand la météo l'exige, on doit porter un équipement adapté. À partir de maintenant, quand il se mettra à neiger, c'est avec plaisir que je roulerai avec. Bravo! Et j'espère que ça te servira de leçon, Thomas. Demain matin, c'est toi qui iras dégager les voies pour aider Émilie. Oui, d'accord, mais avant, j'ai une petite surprise pour toi. Tu nous suis? Émilie fonce à toute vapeur à travers la poudreuse. Derrière, Thomas a hâte de savoir quelle est cette fameuse surprise. Mais voilà qu'Émilie ralentit près du champ où se trouvent des enfants. Wow! Regarde-moi tous ces bons hommes de neige. J'ai un petit faible pour celui qui a l'allure d'un chef. Un chef toujours très élégant. On a tout de suite l'air plus chic avec un chapeau. Non! Pas touche, je n'ai pas la chance d'avoir des cheveux pour me chauffer le crâne. Le héros de Henri. Henri et Hiro sont tous les deux particulièrement costauds. Du coup, c'est à eux que l'on confie les trains les plus lourds. Ce jour-là, Henri et Hiro se retrouvent pour faire le plein de charbon. J'ai bientôt terminé. J'espère qu'il restera assez de charbon pour moi. On doit transporter beaucoup de choses lourdes aujourd'hui. Allons, ne t'inquiète pas, Henri. Il en reste plein. Ensuite, les deux locomotives passent à la carrière de Farcar chercher des wagons remplis à ras-bord. Puis, ils foncent jusqu'au port où on les attend avec impatience. Mais pendant la traversée de Chicalor, la cheminée de Hiro se met à rejeter de la vapeur toute sale. Oh! Hiro! Hiro! Il y a de la fumée noire qui s'échappe de ta cheminée! Oui, mais de la tienne aussi. Je me demande bien pourquoi. Tiens, voilà Duck. Il va peut-être pouvoir les renseigner. Oh, dommage! Apparemment, vous avez pris le mauvais charbon qui a été livré ce matin. Pardon? On m'a demandé d'aller en chercher du nouveau pour le remplacer. Non, on ferait mieux d'attendre. Je pense que c'est plus prudent, pas toi? Pas question. On peut très bien rouler avec celui-là. On produit toujours de la vapeur. On n'a pas le choix. On doit avancer à tout prix. On attend de nous que l'on se montre utile et efficace. Henri n'a pas envie de décevoir son chef et son ami. Mais cette histoire de charbon l'inquiète. Ne m'en veux pas, Hiro, mais je préfère retourner à la gare de triage et attendre que le nouveau charbon soit livré. Henri abandonne donc Hiro avec tous les wagons. Et retourne s'installer dans son box. Hiro, en revanche, refuse de baisser les pistons. Seulement maintenant, il n'a personne pour l'aider. Oh, misère! Il y a beaucoup trop de wagons maintenant. Je n'y arriverai jamais tout seul. Soudain, une idée fuse dans sa cheminée. Je vais d'abord emmener la moitié du convoi sur le port, et après je reviendrai chercher l'autre moitié. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hiro se sépare d'une partie du train qu'il laisse sur une voie de garage. Mais au bout de quelques kilomètres, sa fumée se fait de plus en plus noire. Oh, Burk, c'est quoi cette odeur épouvantable? Oh. Désolé, Gordon, on a dû me donner un charbon qui brûle mal. Eh bien, dans ce cas-là, tu devrais aller faire nettoyer ta chaudière. Non, impossible, pas le temps. Cette livraison est importante et on m'attend. Pour Hiro, le travail passe avant tout. Mais alors qu'il roule vers le port, sa chaudière se met à faire de drôles de bruits. Oh non! Ce n'est vraiment pas le moment de me lâcher. Écoutez-moi ce boucan. On a l'impression que tes essieux sont complètement tordus. Désolé, mais je n'ai pas le temps, Thomas. J'ai encore plein de wagons à aller chercher. À chaque fois que Hiro traverse une gare, les gens le regardent bizarrement, en se demandant ce qui provoque cet étrange vacarme.
puis il se bouche le nez. Mais rien n'arrête Hiro. Il s'attelle au wagon et retourne sur le port à toute vapeur. Mission accomplie. Le train complet est arrivé à bon port, c'est le cas de le dire. Mais voilà le gros contrôleur. Ah, Hiro, tu tombes bien. J'aimerais que tu ailles chercher des poutres métalliques à la fonderie pour ce bateau là-bas. Elles pèsent très lourd, je te préviens. Tu auras besoin de Henri pour t'aider à tirer le convoi. Oui, bien, monsieur. Mais quoi, Hiro? Je veux que tu reviennes au plus vite. Le bateau part à 16 heures. Hiro sait qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Mais on ne refuse rien au gros contrôleur. Oui, monsieur. Dis-moi, mon grand, comment se fait-il que ta vapeur soit si noire? Ce n'est pas normal! Hiro ne prend pas le temps de répondre à son chef. De toute façon, avec ce boucan, il entend très mal ce qu'on lui dit. Il retrouve Henri à la gare de triage. Henri, ça y est, j'ai livré tous les wagons de la carrière. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin de toi. Quoi? Tu as réussi à tirer le convoi en entier? Même avec le mauvais charbon? Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais parfois, tu sais, on n'a pas le choix et on doit avancer. Ah, tu crois? J'attendais que le bon charbon soit livré pour reprendre le travail. Mais puisque tu arrives à rouler sans encombre, peut-être que je peux retourner sur les rails, moi aussi. Et c'est ainsi que les deux amis prennent le chemin de la fonderie. Ensuite, ils repartent avec les wagons plats sur lesquels sont disposées plusieurs rangées de poutres métalliques. C'est Hiro qui tire et Henri qui pousse. C'est dingue comme ils sont lourds tous ces wagons plats. Oh, dis donc! Arrête de parler, s'il te plaît. On doit absolument être sur le port avant que le bateau ne parte pour un autre pays. Les deux locomotives traversent la campagne à fond les wagons. Quand tout à coup, la chaudière de Henri se met à faire les mêmes bruits que celle de Hiro. Ma chaudière est en train de grincer très bizarrement, Hiro. Pourquoi on n'irait pas voir si le nouveau charbon est arrivé? Non, Henri, on est super pressé. Le bateau doit partir à 16 heures. Mais alors qu'il se lance dans la montée sur la colline de Gordon, un bruit encore plus étrange que les autres résonne. Incroyable! Ce n'est pas Henri qui freine, c'est Hiro. Bon bah alors, pourquoi tu t'arrêtes? C'est ma chaudière qui s'est bloquée, je crois. Cette fois, c'est sûr, c'est la panne. Je te demande pardon. C'est toi qui avais raison. On aurait dû aller chercher l'autre charbon. À cause de moi, on n'arrivera jamais sur le port avant le départ du bateau. Ne t'inquiète pas, Hiro. Tu m'as appris qu'il fallait avancer à tout prix. Et donc, c'est ce que l'on va faire tous les deux. Henri pousse aussi fort que ses pistons le permettent. Et tout doucement, le convoi réussit à se hisser jusqu'au sommet. Henri réussit à faire avancer tous les wagons plats, plus Hiro. Ah, oui, encore, c'est bien. Allez, fonce, bravo! Dans un vacarme épouvantable, Henri appuie à fond sur ses pistons. Ses roues tremblent et ses essieux grincent, mais tant pis. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Sur les quais, les dockers saluent son exploit en poussant des cris de joie et des bravos. Espérons que le gros contrôleur soit aussi d'humeur à les féliciter. Tu es un champion! Tu es revenu juste à temps! Bravo, Hiro! Et en plus, tu as réussi l'exploit de travailler alors que ton train était extrêmement lourd et avec du mauvais charbon. Je vous remercie, chef. Et j'avoue que ça n'aurait pas été possible sans Henri. C'est lui qui nous a poussés alors que j'étais en panne. Exact. Mais, Hiro, tu m'as appris que l'on doit rouler même quand ça ne va pas. J'ai suivi ton conseil. En tout cas, mes félicitations à tous les deux. Maintenant, faites-moi plaisir et filez chez Victor pour un bon décrassage. Un peu plus tard, les chaudières des deux amis sont comme neuves et on a rempli leur citerne avec du bon charbon. Plus rien ne les empêche de se remettre au travail. Tu veux que je te dise? Tu avais raison.
c'est possible d'avancer quoi qu'il arrive, et même avec du mauvais charbon. Oui, mais c'est plus facile quand on a un bon combustible, non? Allez, viens, on va leur montrer qu'on est efficace, surtout quand on travaille ensemble. Le nouvel ami de Luc. La carrière de la Montagne Bleue est un endroit particulièrement bruyant dans lequel grouille tout un tas de machines. Et il ne faut pas avoir peur des explosions. Le soleil est en train de se coucher, mais les locomotives de Bellevue qui travaillent à la carrière sont loin d'avoir terminé. Allez, ça descend. Prochain arrêt, le fond de la carrière. On fait la course jusqu'au déchiqueteur. Celui qui arrive le premier passera avant l'autre pour prendre les cailloux. C'est d'accord. C'est quoi cet animal? Je l'ai mal vu. Il est resté 5 secondes devant moi. Tu ignores, c'est un cerf! Oui, c'est exact. Et un jeune en plus. Il est petit. Peu importe ce que c'est, il n'a rien à faire dans cette carrière. J'ai eu un de ces chocs. Quoi? T'as eu peur? C'est juste un petit animal? Oui, mais il a surgi de nulle part. On arrête de papoter. Il va bientôt faire nuit. Encore un chargement et on a terminé. Oh... Ne t'en fais pas, Luc. On aura un programme bien chargé demain. Il va falloir aller livrer tout ce gravier au château des elfes. Alors, on a tous intérêt à se reposer. Barnabé a raison. Les petites locomotives de Bellevue suivent son conseil sans broncher et vont s'installer pour la nuit. L'ennui, c'est que Luc est bien trop excité pour aller dormir. Il voudrait déjà être au matin pour aller au château. Et alors que les autres sombrent dans un profond sommeil... Oh, le cerf! Hé, non, reviens. Je ne te veux pas de mal. Salut, petit animal. Oh! Luc est triste de voir le jeune cerf partir, mais ce qui le console, c'est qu'il l'a vu de très près, même s'il doute de le revoir un jour. C'est pourquoi le lendemain, il est surpris de découvrir son nouveau copain endormi dans sa cabine. Tiens, bonjour, petit cerf. Bonjour, Luc. Chut! Fais moins de bruit. Tu vas faire peur à mon jeune copain. Tu dérailles, Luc. La carrière n'est pas un endroit adapté pour les animaux. N'importe quoi. Quand je lui aurai présenté tout le monde et qu'il aura vu à quel point c'est génial d'habiter ici, je te parie qu'il s'y plaira autant que moi. Peut-être. Mais ça m'étonnerait que le chef soit du même avis que toi. Tant pis. Luc est sûr de pouvoir veiller sur son nouvel ami. Et sans décevoir le contrôleur à lunettes. Il roule doucement pour ne pas effrayer le fan. Mais c'est bruyant, une carrière. Et le vacarme terrorise le jeune cerf qui se recroqueville dans la cabine de Luc. Soudain, Oh non! le fan saute par-dessus la porte et s'enfuit encore une fois. Ne t'inquiète pas, reviens, voyons. Je l'aime bien, ton nouveau copain, Luc. Il est marrant. Où te caches-tu, l'ami? C'est parti, ça descend. Oh! Oh! Oh la ouf! Tu sais, je ne suis pas sûr que la carrière soit un endroit pour lui. À mon avis, c'est peut-être un peu trop bruyant.
Tu as raison, Owen. Je ne vois qu'un moyen pour arranger ça. On va tous faire un effort et travailler sans faire de bruit. Oh, misère. Eh oui, le jeune cerf est de retour dans la cabine de Luc. Et ça fait très plaisir à tous ceux qui travaillent dans la carrière. Ils ont tous compris que c'était le bruit le problème. Donc, chacun s'applique à rouler le plus silencieusement possible. À soulever des blocs de pierre sans trop grincer. Ou à reculer sans relâcher de la vapeur. Seulement, c'est trop beau pour durer. Peter Sam est tellement concentré sur sa chaudière pour éviter de faire du bruit qu'il ne regarde plus où il met les roues. Et c'est la catastrophe. Désolé, Luc, mais ça ne peut pas continuer. C'est impossible de travailler correctement sans faire de bruit. Il a raison, je n'y arrive pas. C'est même plus dur de travailler lentement et en silence que de procéder comme d'habitude. Et en faisant du bruit. Mais on fait peur à mon copain. Écoute, Luc, tu ne peux pas être super efficace et t'occuper de ce jeune cerf. Cette carrière n'est pas un endroit pour lui. Au contraire, moi je veux le garder. Il faut juste lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Ayez confiance, et bientôt il se sentira chez lui. Je le sais, j'étais comme lui. Hé, Luc, pourquoi tu ne t'occupes pas de ce chargement qui doit aller au château? Je suis certain que ton ami serait ravi de se dégourdir les pattes dans le parc. Ah, et si je fais cette livraison, ça prouvera que je suis utile. La petite locomotive verte se fait aussitôt atteler au wagon de Barnabé. Puis, il va chercher son nouvel ami. Il redémarre ensuite à toute petite vapeur et s'engage sur la voie de Bellevue qui mène au château des elfes. Le parc qui borde la forteresse n'a rien à voir avec la carrière de la Montagne Bleue. L'air y est pur et frais, ça change. Quant aux couleurs, elles sont gaies et pétillantes. Mais surtout, c'est... tellement silencieux. Le Fan, lui, est au paradis. Plus la petite locomotive s'éloigne de la carrière, plus l'animal a l'air heureux. Oh, t'as vu, cerf? Cet animal te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Hé, reviens! Oh, j'ai compris. Vas-y, suis ta maman. Cours, elle t'attend. C'est difficile de dire au revoir à un ami, n'est-ce pas, Luc? Mais ça console de savoir qu'il sera plus heureux ici avec sa famille. Oh, regardez qui voilà. Content de te revoir. Mais où est passé le jeune cerf? Il a retrouvé sa vraie maison. Dans le parc au château des elfes. Bien joué, Luc. Tu sais quoi? Fais les livraisons et tu le verras très souvent. Il y en a justement une de prévue demain. Alors, si j'étais toi, je me dépêcherais d'emporter des rochers au déchiqueteur. À vos ordres, mon général. Luc sait que son ami est très heureux. Et c'est tout ce qui compte à ses yeux. Quant à lui, il n'échangerait pour rien au monde sa place au milieu de ses copains à la carrière de la Montagne Bleue. Faire le plus de bruit possible et être utile et efficace, c'est ça, sa recette du bonheur. L'échange de poste. Millie, la petite locomotive de Bellevue, adore travailler au château des elfes. Là-bas, elle peut se rendre utile facilement et faire tout ce qui doit être fait quand on aide à gérer une propriété de ce genre. Elle va chercher des plantes pour le jardinier et fait aussi visiter aux touristes les alentours du château. Luc fait également partie de l'équipe de Bellevue et lui aussi adore son travail à la carrière de la Montagne Bleue. Il se sent chez lui dans le bruit et la poussière. Transporter de lourdes pierres ne lui fait pas peur. Et il adore par-dessus tout traverser les tunnels sombres qui lui permettent d'aller partout.
Ce jour-là, la mission de Luc le fait sortir de sa carrière adorée et l'envoie au château des elfes. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Luc et je viens vous livrer des pierres pour le château. Génial! Merci. Moi, je suis le comte et elle, c'est Millie. Bonjour. Et elle va te montrer où laisser ton chargement. Tu as la figure toute sale, tu sais. Oh, je sais, normal, il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Pourquoi tu ne resterais pas ici jusqu'à ce soir? Je te ferai visiter les environs. J'aimerais beaucoup, mais je dois rentrer à la carrière. Je suis désolée, j'ai encore plein de travail à faire. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'en ai. Je vais chercher des plantes pour notre jardinier, sans parler des visiteurs que je promène dans le parc. Ça a l'air super, mais moi je transporte surtout des pierres et des rochers, et c'est très lourd, crois-moi. Moi aussi, je transporte des chargements lourds, comme les courses pour la cuisine. Ah oui, bien sûr. Allez, il faut vraiment que je fonce à la carrière. Foncer, c'est facile. Parfois, il vaut mieux rouler doucement et être patient. Oh, tu sais, la patience, ça me connaît bien. C'est alors qu'une idée fuse dans la petite cheminée de Luc. Oh, tu sais quoi? On devrait échanger nos places pour une journée. Quoi? Échanger nos places? Juste pour la journée. Et comme ça, je verrai mieux en quoi consiste ton travail à la carrière, c'est ça? Et moi, je pourrais voir en quoi consiste ton travail au château. Le comte est très emballé par cette idée farfelue, mais il a quand même téléphoné au contrôleur à lunettes pour lui demander son autorisation. Monsieur Percival trouve que votre idée est formidable et il a donné son accord. Millie met aussitôt le cap sur la carrière de la Montagne Bleue. En arrivant, elle est à la fois curieuse de visiter ce lieu inconnu et inquiète de ce qu'elle va y trouver. Pendant ce temps-là, Luc se prépare à travailler au château des elfes, la chaudière bouillonnant d'excitation et de joie. Et toi, tu trouves que c'est une bonne idée? Puisque le contrôleur à lunettes est d'accord, je le suis aussi. Et tu veux bien apporter ces wagons à Owen, s'il te plaît, Millie? Oui, avec plaisir, Peter Sam. Je te l'avais dit! Passe-les-moi, ça vaut mieux! Oui, c'est bien, Millie. Pendant ce temps-là, au château des elfes... Il n'y a rien d'autre. Ces petits pots sont vraiment très légers. D'habitude, je tire des trains plus lourds. Bon, maintenant, il faut que je trouve la maison du jardinier. Mais tout ce que Luc voit, c'est du vert partout, de l'herbe verte, des arbres aux feuilles vertes. Du vert, du vert, du vert. Tout est de la même couleur dans ce maudit parc. D'ordinaire, l'univers de Luc est peuplé d'engins poussiéreux et bruyants. Alors forcément, il se sent perdu dans cette nature silencieuse. Et le voilà qui revient à son point de départ. Il a fait tout le tour de la propriété. Minute. Quoi? Non, ne me dites pas que j'ai fait le tour du parc, mais pourtant, j'ai pas vu la maison du jardinier. Millie, elle, est toujours en train de transporter ses pierres quand elle arrive devant un tunnel. Ah! Mais enfin, pourquoi tu freines? Désolée, je n'ai pas l'habitude de traverser des tunnels. Comparé aux grandes étendues gazonnées du château, le tunnel a l'air sombre et étroit. Peut-être, mais moi, je n'ai pas le temps, alors vas-y, avance! J'ai les roues qui tremblent, tu comprends? Attends, je vais te pousser pour t'aider. Non, merci. Je peux y arriver seule. Allez, courage. Roule. J'adore les tunnels. De l'autre côté de l'île, Luc se retrouve avec une nouvelle mission. Il joue cette fois les guides pour les touristes.
Soudain, un jeune cerf lui barre la voie. Si je veux me rendre utile et que le chef me trouve efficace, il va falloir que cet animal me laisse passer. Et voilà pour toi, Luc! Oh! Tiens, bonjour! Luc et moi, on a échangé nos places. Donc ça, c'est pour moi. Je m'appelle Millie. Oh! Ravi de te connaître, Millie. Bon, sans te commander, prends le wagon, s'il te plaît. En avant, ma belle! Au château, Luc file à toute vapeur, comme c'est son habitude à la carrière. Ralentis! On ne fait pas la course ici. Tes passagers n'ont pas envie d'être secoués comme un prunier pendant leur promenade. Encore! Désolé, monsieur. Tu vas devoir apprendre à relâcher la pression de temps en temps. D'ailleurs, tantôt, si tu avais roulé un tout petit peu plus doucement, tu aurais trouvé la maison du jardinier. De son côté, Millie a appris beaucoup de choses de cette expérience. D'abord, elle est plus forte qu'elle ne le croyait. Ensuite, les tunnels ne lui font plus peur. Et enfin, elle ne craint plus la poussière. Au même moment, Luc réalise qu'il y a des tas de choses à voir dans le parc. Et que la meilleure façon d'en profiter, c'est de garder les yeux grands ouverts et de rouler lentement. Mais le temps passe vite, et au moment où Luc rentre chez lui, il croise Millie qui revient de la carrière. Maintenant, c'est toi qui as la figure sale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Ça t'a plu d'y travailler? Ah oui, j'ai surtout aimé les tunnels. Et les bruits aussi. Je me suis bien amusée. Et toi, ça t'a plu? Eh bien, oui, c'est un endroit magnifique et très silencieux. Mais j'ai hâte de rentrer chez moi, j'avoue. Et moi donc? Salut, Émilie. Au revoir. Et c'est avec la chaudière bouillonnant de joie que chacun retourne à son poste. Mais ce qui les rend vraiment heureux, c'est que cette journée leur aura permis de se faire un nouvel ami pour la vie. Winston en roue libre. Sur Chicalor, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que pour des raisons de sécurité, il faut s'assurer régulièrement que les voies sont en excellent état. Malgré tout, il peut arriver que les rails s'abîment. Dans ce cas-là, ça devient plus difficile de rouler dessus. Ah, bon sang de charbon! J'ai rarement été ballotté comme ça depuis que je travaille ici! Oh. Sacré nom d'une banquette! Mes paquets sont en train d'être secoués comme s'ils étaient dans une machine à laver! Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa famille faire un tour au château des elfes. Quand tout à coup, les rails lui réservent une très mauvaise surprise. Oh! 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 Thomas! Freine! Arrête-toi! Voilà, passez-moi, je surchauffe! Oh, misère! Cette portion de voie doit vraiment être réparée le plus vite possible. Redémarre, Thomas, mais roule très lentement. Très vite, l'équipe technique du gros contrôleur prend les choses en main. Chaque jour, le chef monte dans sa nouvelle voiture et passe faire sa tournée d'inspection. Il tient à vérifier lui-même que les travaux avancent bien. Désolé, Winston. Visiblement, le gros contrôleur n'a pas fait de progrès en conduite. Oh, ce n'est pas grave, monsieur. Il faut se ménager. On a tout notre temps. Au retour, le gros contrôleur éprouve les pires difficultés à passer les vitesses, mais Winston fait preuve d'une grande patience. On n'est pas pressé. Oh, moi... Seulement, quand une locomotive passe à côté d'eux, les moqueries et les remarques méchantes fusent. Tiens, voilà notre ami bancal, ça va? Freine, avance, avance, freine. Décide-toi une bonne fois, Winston.
Le lendemain, le gros contrôleur revient au même endroit avec Winston pour s'assurer que les travaux ont bien avancé. Vérifiez que le frein est bien serré, s'il vous plaît. Ah, oh, exact. C'est amusant que tu en parles. J'allais le faire, justement. La vérité, c'est que le gros contrôleur oublie toujours de serrer le frein à main avant de sortir de la voiture. Alors forcément, Winston est obligé de le lui rappeler à chaque fois. Ça n'a pas l'air d'aller, Winston? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est juste le gros contrôleur. Ah, il n'est pas très doué pour conduire une voiture. Oui, mais c'est normal, il faut bien qu'il apprenne. Ce serait bien qu'il le fasse plus rapidement, alors. Ah, de temps en temps, j'en arriverais presque à souhaiter pouvoir rouler sans personne. Arrête de dire des bêtises, Winston, tu as besoin d'un conducteur. Allez, en route, Winston. Au revoir, Percy. Au revoir, monsieur. Et les voilà repartis tant bien que mal vers une autre portion de voie en travaux. Le gros contrôleur descend pour faire son inspection. Chef, n'oubliez pas de... Seulement cette fois, Winston décide de ne pas lui faire remarquer qu'il n'a pas serré le frein à main. Et sans rien pour bloquer ses roues, la voiture avance sans un bruit. Comme mes freins sont desserrés, j'ai enfin la chance de rouler sans aucune aide. Wouhou! C'est la belle vie! Winston! Plus vite! Plus vite! Winston! Reviens ici tout de suite! Thomas! Stop! Arrête-toi! Je veux que tu suives cette voiture, d'accord? Passez-moi, je surchauffe. Allez, fonce! Gordon, regarde! C'est Winston! Et il n'y a personne au volant! Reviens ici tout de suite, Winston! C'est un ordre! Cette jeune voiture roule au-devant des ennuis. Moi, je crains le pire. Loin de paniquer, Winston est au contraire en train de s'amuser comme un petit fou. Pour une fois qu'il peut se promener tout seul, il en profite. Il ne se doute pas que Thomas et le gros contrôleur ne sont pas loin derrière. Je n'ai besoin de personne! De sa cabine, l'aiguilleur s'aperçoit tout de suite que personne n'est au volant. Et il décide de le faire changer de voie. Malheureusement, il réagit trop tard. Et c'est Thomas et le gros contrôleur qui se retrouvent sur une autre voie. Non! Thomas! C'est pas par là! L'aiguilleur prévient aussitôt ses collègues par téléphone. Je le vois! Il est là! Accélère, je t'en supplie, Thomas! Plus vite! Le second aiguilleur apprend ce qui se passe et reçoit des consignes. Il fait tout de suite repasser Thomas sur la voie principale. Oui, on le rattrape! Allez, fonce, Thomas! Au même moment, un peu plus loin, Bertie s'arrête devant un passage à niveau. D'où il est, il ne voit pas Winston. Oh non! Les barrières! Bertie, attention! Désolé, Bertie! Encore pardon! Reste où tu es, Bertie! C'est dangereux! Laisse-nous passer, c'est une urgence! Et ne bouge pas! D'accord, je vais attendre là alors. J'espère que ce ne sera pas long. 500 mètres plus loin, Winston arrive à un croisement et aperçoit Paxton qui s'apprête à traverser. Normalement, c'est à lui de s'arrêter, mais il n'a aucun moyen de freiner. Attention, Paxton, j'arrive! Wow! Paxton appuie à fond sur ses freins et s'arrête juste à temps pour éviter l'accident. J'aimerais bien savoir pourquoi il est si pressé. Cette promenade ne m'amuse plus du tout. Je serais rassuré si je pouvais rouler moins vite. Mais je ne contrôle pas les manettes. Si seulement il y avait quelqu'un au volant. Winston file à toute vitesse vers la gare de triage. Et bien sûr, c'est la catastrophe. Des wagons sont stationnés sur les voies juste devant lui, mais Winston est incapable de s'arrêter. Non! Vite! Il bloque le passage! Au secours! Au secours! Non! À l'aide! Vite! Ça alors, qu'est-ce qui m'arrive? Sans comprendre comment, Winston commence tout doucement à ralentir. Ses roues se mettent à tourner de plus en plus lentement, et au moment où il n'est plus qu'à quelques centimètres du wagon, il s'arrête complètement.
Ah, ça, il faudra qu'on m'explique. Je vais le faire, si tu veux. Tu n'as plus du tout d'essence. La voilà, ton explication. J'ai cru que j'allais avoir un accident. Mais c'était vraiment irresponsable de partir sans conducteur. Et dangereux, la preuve. Mais ce n'est pas uniquement de ma faute, chef. C'est vrai. Vous auriez dû penser à mettre le frein à main. Oh, misère. Oh, misère. Ah, oui, je vois. Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison, Winston. J'aurais dû penser à serrer le frein à main. Mais moi, j'aurais dû vous le rappeler, monsieur. Cette histoire m'a fait comprendre que j'ai vraiment besoin de quelqu'un au volant. Bien, on repart de zéro, d'accord? Mais sans se presser, il faut se ménager. Le lendemain, toutes les voies ont enfin été réparées, à la grande satisfaction de l'équipe de locomotive du gros contrôleur. Bravo, j'adore! C'est beaucoup mieux! Nos wagons ne vont plus être secoués. On n'aura plus les essieux qui vibrent. Moi, j'en connais un qui gigote toujours. Tout le monde éclate de rire. Seulement cette fois-ci, Winston ne le prend pas mal. La seule chose qui lui importe, c'est de savoir que le gros contrôleur est bien assis derrière le volant. Et tant pis s'il n'a pas le pied léger sur la pédale de frein. Stafford le discret. Si vous vous promenez près des lignes de chemin de fer de Chicalor, vous verrez surtout des locomotives à vapeur. Elles marchent toutes à l'eau et au charbon. Quand elles sont à court de charbon, elles viennent s'approvisionner au réservoir. Pour l'eau, c'est aussi simple, elle est stockée dans des châteaux d'eau. Stafford, lui, est un cas à part puisqu'il marche à l'électricité. Il n'a besoin ni d'eau ni de charbon. En revanche, il doit penser à faire recharger sa batterie plusieurs fois par jour. Ce matin-là, Stafford doit aller chercher des wagons plats sur lesquels ont été déposés des troncs d'arbres. Quand sur le chemin, il rencontre son ami Thomas. Salut Thomas! Salut Stafford! En s'approchant de la gare du Puy-Sec, ils aperçoivent plusieurs enfants agglutinés sur la passerelle qui se mettent à pousser des cris de joie en les voyant arriver. Tiens, voilà Thomas! Regardez, il y a Stafford aussi! Hey, bonjour, comment ça va? Les enfants lui font des signes de la main, mais très vite, une chose les intrigue. Thomas fait du bruit en roulant, alors que Stafford, lui, avance sans faire aucun son. C'était étrange! Stafford a très bien entendu les remarques des enfants. C'est comme s'il avait reçu une flèche en plein cœur. Si je roule sans faire de bruit, c'est parce que je fonctionne à l'électricité. Oh, j'aimerais faire des tchou-tchou, moi aussi, pour être comme mes amis. Quelques minutes plus tard, Stafford arrive près des hangars pour prendre le chargement de troncs qu'il doit livrer sur les quais. Écoutez les bruits que font Thomas et Percy. C'est vraiment mon rêve de pouvoir faire la même chose. Derrière, c'est efficacité avant tout. Le chargement est vite prêt à partir. Qu'est-ce qui se passe, Stafford? Ça ne va pas? Je sais que mon moteur marche à l'électricité, mais j'aimerais tellement faire du bruit, comme tous mes amis. Pourquoi pas? On peut te donner des leçons? Tu es sérieux? Oui, bien sûr, voyons. On va t'apprendre à rouler en cadence. Tu vas nous suivre et écoute bien la petite musique du moteur à vapeur. Stafford applique les consignes de Thomas à la lettre et roule à côté de ses deux amis. Tu entends le bruit que je fais, Stafford? Et maintenant, c'est à toi. Tchouf, 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 tchouf. Bravo! Maintenant, écoute les bruits de Percy. À toi, tu dois faire pareil, Stafford. Pouf, 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 pouf. Oui, bien, chapeau! On croirait que ton moteur marche à la vapeur. Merci Thomas! Merci Percy! Tout content, Stafford prend le chemin du port. Thomas et Percy, quant à eux, sont ravis d'avoir appris leur petite musique à leur ami. Pouf, 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 tchou, 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 pouf, pouf,
Tous ceux qu'ils croisent l'entendent, et cette drôle de chanson leur plaît énormément. Hé, Stafford! On croirait entendre une locomotive à vapeur! Tant mieux, c'est fait exprès justement. Ah, merci! Ça y est, je suis enfin comme eux! Quand Stafford arrive au port de Brendam, les dockers ne perdent pas une seconde et commencent à décharger les troncs d'arbres. Henry aussi vient travailler sur les quais. Et au moment de s'arrêter, il laisse échapper un nuage de vapeur. Oui! Encore un son que font les engins à vapeur. Alors moi aussi, je dois reproduire le même bruit. Oui! Stafford file à toute vapeur vers la gare de triage en imitant les autres membres de l'équipe. Pouf, 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 tchou, 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 tchou. Oui! Laissez passer Stafford, la locomotive à vapeur! Mais un peu plus loin, il croise Gordon. Stafford klaxonne pour lui faire coucou. Et la grande locomotive lui répond en actionnant son sifflet. Oh! C'est vrai, ils ont aussi des sifflets, alors que moi, je n'ai qu'un klaxon. Bon, je n'ai qu'à imiter le son du sifflet du mieux que je peux. Woup, woup! 5 minutes plus tard, Stafford retrouve les enfants perchés sur la passerelle. La petite musique du moteur à vapeur remporte beaucoup de succès. Stafford n'a jamais été aussi heureux. Comme il a du temps libre, il passe au hangar pour faire recharger sa batterie. Ça tombe bien, parce que le gros contrôleur veut lui parler. Monsieur McCall demande que tu viennes l'aider. Tu vas donc te rendre à sa ferme immédiatement. Tu es vraiment l'engin idéal pour cette mission. Quel honneur! Stafford est fou de joie. Il s'attelle à des wagons réservés au transport d'animaux, puis redémarre à toute vapeur pour ne pas perdre de temps. Pouf, 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 tchou, 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 wish. Wouh, wouh. Pouf, 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 tchou, 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 wish. Wouh, wouh. 5 minutes plus tard, la ferme de Monsieur McCall est en vue. Malheureusement, les jeunes moutons du fermier n'ont pas l'air d'aimer la petite musique du moteur à vapeur. Et terrifiés par les bruits émis par Stafford, ils prennent aussitôt la fuite. En voyant la scène, Monsieur McCall se fâche tout rouge. C'est malin! J'avais demandé que ce soit toi qui viennes parce que tu ne fais pas de bruit et que mes agneaux n'auraient pas peur. Et maintenant, il va falloir tous les rattraper. Oh non! Je suis désolé, Monsieur McCall. Si je peux vous aider, surtout, dites-le-moi. Pas de réponse. Le fermier est déjà parti à la recherche de ses jeunes moutons. Stafford se sent terriblement honteux. Finalement, je crois que c'est bien aussi d'être une locomotive électrique silencieuse. Alors qu'il réfléchit aux avantages d'avoir une batterie à la place d'une chaudière, il entend quelque chose dans le lointain. Ce serait pas... Oui, je crois bien. C'est ça! Je les entends bêler. Mais alors, Monsieur McCall est parti du mauvais côté? Stafford décide d'aller prévenir le fermier en roulant sans faire de bruit. Je les ai entendus bêler. Je peux vous montrer où ils se cachent. Oui, bien joué, Stafford. On va aller les chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais cette fois-ci, Stafford avance sans faire de bruit. Fini les pouf-pouf, oubliez les chouchous, terminez les wish. Regarde, ils sont là-bas. Monsieur McCall est soulagé. Il a finalement retrouvé ses petits protégés. Et 10 minutes plus tard, les agneaux sont tous à l'intérieur du wagon. Et c'est parti pour la promenade. Stafford les conduit jusqu'à leur nouveau pâturage. Merci. Les agneaux ont l'air de t'apprécier énormément. Tu sais pourquoi? Parce que tu es calme et que tu ne fais aucun bruit. Tout est bien qui finit bien. Et à la fin de la journée, c'est avec le sourire que Stafford retourne à son hangar. Stafford? Pourquoi t'es-tu remis à rouler sans faire de bruit?
Alors tu n'aimes plus dire wish et wouh wouh. En fait, j'ai réfléchi et ça a quelques inconvénients. Je n'ai rien d'une locomotive à vapeur. Moi, je suis Stafford le discret. Et je suis fier de mon moteur silencieux. Chut. La locomotive grue. Il existe plusieurs sortes de grues sur l'île de Chicalor. Des grandes, qui sont fixées au sol et qui restent toujours au même endroit, comme Merrick, à la carrière de la Montagne Bleue, ou comme Cranky, sur le port de Brendam. Mais il y a aussi des grues comme Rocky, qui peuvent être déplacées sur les lieux d'un accident, par exemple. Mais on trouve aussi une grue qui peut aller toute seule là où l'on a besoin de ses services. C'est Harvey, la locomotive grue. Quand il faut soulever des caisses assez lourdes, on fait appel à lui et il répond toujours présent. Ce jour-là, Harvey est occupé à décharger des wagons plats sur le port de Brendam, là où travaille Porter, le nouveau que le gros contrôleur vient d'engager. C'est la première fois qu'ils se croisent tous les deux. Et Porter est très intrigué par cette locomotive grue. Salut! Tu dois être très efficace comme locomotive. Ou plutôt, devrais-je dire, tu dois être très efficace comme grue, toi. Oh, oh, oh. Je suis une locomotive grue, donc tu dois pouvoir dire les deux, je suppose. Oh, 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 oh. Mais alors, dans ce cas, tu dois être doublement efficace. Ravi de te connaître. Moi, je m'appelle Porter. Enchanté, mon nom c'est Harvey. Oh, regarde Ben, c'est Harvey. Je me demande bien ce qu'il fabrique sur le port. Il essaie sûrement d'attraper un poisson, je parie. Il faut que tu mettes ton crochet dans l'eau, Harvey, si tu veux pêcher quelque chose. Oh, 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 ils adorent taquiner ces deux-là. Faut les ignorer, Porter. C'est ce que je fais. Et c'est la catastrophe. Oh, oh, regarde où tu mets tes roues ou achète-toi des lunettes. Pas mal, les lunettes. Avec ces dômes, ça fera joli. Le chameau à lunettes. C'est vrai, je me cogne tout le temps dans des wagons. Je te l'avais dit, ils sont connus pour leur méchante taquinerie. C'est pas grave, Harvey. Je suis très fier de mes 3 dômes. Et d'ailleurs, je les trouve plutôt utiles. Alors ça m'est égal ce qu'on raconte sur moi. Grâce à ces dômes, je suis spécial. Rassure-toi, ça glisse comme sur un canard. Je ne comprends pas. C'est une façon de parler, ça veut dire que ça m'est égal. Je laisse les moqueries glisser sur moi, je fais l'indifférent. Un peu comme l'eau glisse sur les ailes d'un canard. Un peu plus tard, Harvey a terminé son travail et tous les wagons plats sont prêts à être livrés à la ville des Vicaires. Ça y est, j'ai fini. Les wagons sont prêts à partir, c'est bon. Normalement, c'est Edward qui devait s'occuper de cette livraison. Mais il a pris du retard, alors on va vite devoir lui trouver un remplaçant. Oh, choisissez Bill et Ben. Ils n'ont rien à faire. En fait, on vient de se rappeler qu'on était attendu à la mine d'argile dans très peu de temps. Oh oui, c'est exact. On doit encore faire des tonnes de choses. Tu le croirais pas si on te disait. Pourquoi tu n'emmènes pas ce train, Harvey? Tu n'es pas qu'une grue, tu sais. Tu es aussi comme nous. Oh, je ne suis pas sûr. D'habitude, moi, je ne m'occupe pas des livraisons. Ça m'étonnerait que je sois très doué pour ça. Rassure-toi, tu n'es pas forcé de tirer les wagons. Oh oui, c'est vrai. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Souviens-toi des ailes du canard. Ignore-les. Oui, je sais, je laisse glisser, voilà. Peut-être que je vais les emmener, ces wagons plats, finalement. Je trouve que c'est une excellente idée. Tout à fait d'accord avec vous. Tiens, voilà le gros contrôleur. Et s'il est là, c'est pour assister à une réunion très importante. Pressons-nous, il est tard. Et comme ça, tu prouveras à tout le monde que tu es une locomotive efficace. Quant à nous, on a du travail. Et c'est ainsi qu'Harvey se retrouve attaché à plusieurs wagons plats particulièrement lourds. Et alors qu'il met le cap sur la ville des Vicaires, il a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Normalement, le travail que l'on confie à Harvey consiste surtout à soulever des objets.
Mais après tout, comme c'est aussi une locomotive, rien ne l'empêche de tirer aussi des wagons. Oui, je ne suis pas qu'une grue. J'ai aussi un moteur et des roues. Harvey arrive au pied de la colline de Gordon. Et alors qu'il gravit tant bien que mal la côte, les wagons deviennent de plus en plus lourds. Et le pauvre Harvey commence à s'essouffler. Oh, mais qu'il est lourd ce train. Et ça monte. C'est beaucoup plus difficile que je le croyais, dis donc. Oh. Allez, continue, Harvey. Tu vas y arriver. C'est gentil, Thomas. Ah, oui, je vais réussir. Enfin, félicitations. Voilà le sommet. Je l'ai fait, oui. La descente maintenant. Accrochez vos ceintures. Entraîné par le poids de sa cargaison, Harvey file à fond les wagons. Mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Descendre une côte avec des wagons lourds, c'est plus facile que je ne le pensais. Mais plus il se rapproche du virage au bas de la colline, plus il comprend qu'il roule trop vite et que même s'il freine, il risque fort de finir sa course dans les pâquerettes. Oh non! Heureusement, personne n'est blessé. Je savais que je n'aurais jamais dû accepter ce travail. Je leur avais dit que je n'étais pas très doué pour ces choses-là. Oh, j'espère que les jumeaux ne vont pas me voir. À tous les coups, ils vont se moquer de moi. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Mais oui, j'avais oublié mon crochet. Du coup, je vais pouvoir remettre mes wagons plats sur les rails. Ah! Bill et Ben, essayez de faire pareil. Eh oui, je ne suis pas qu'une locomotive. Je suis aussi une grue. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien de très grave, Gordon, je gère. Comme tu le vois, tout est sous contrôle. Ah, alors je te laisse, Harvey. Très vite, les wagons plats sont de retour sur les rails et aucune roue tordue n'est à signaler. Harvey s'attelle à eux et redémarre à toute vapeur en croisant les pistons pour ne pas avoir pris trop de retard. Ce qui compte, c'est que maintenant Harvey sait ce qu'il faut faire quand il arrive sur une colline. Dans les descentes, il commence à freiner dès le début pour contrôler sa vitesse et ne pas prendre trop d'élan avant d'attaquer les virages. Et quand il arrive sur les quais, le gros contrôleur et le directeur du port sortent à peine de leur réunion. La locomotive rouge a juste 2 minutes de retard. Harvey, en livrant dans les temps la cargaison destinée à l'usine de la ville des Vicaires, tu as prouvé à tout le monde qu'une locomotive grue était capable de tirer des wagons. Alors, bravo pour avoir été aussi utile qu'efficace. Oh, merci beaucoup, chef. Oh, chef, il y a un double avantage à posséder un crochet. Avec, je peux aussi aller à la pêche. À la pêche! À la pêche! Oh, elle est très bonne! Qui est qui? Bill et Ben sont jumeaux. Alors forcément, ils se ressemblent. Beaucoup même. Bonjour Ben! Bonjour Bill! Comme on les confond tout le temps, on a collé des plaques sur leurs flancs avec leurs prénoms, Bill et Ben. Le problème, c'est que les jumeaux cultivent leur ressemblance. Ça leur permet de faire des farces à leurs amis. Ce jour-là, Bill et Ben sont en train de travailler sur la ligne principale quand tout à coup, une locomotive ultra rapide leur grille la priorité en passant devant eux à la vitesse d'une fusée. Les jumeaux en restent bouche bée. Tu le connais, toi, Bill? Je l'avais jamais vu avant. Thomas, tu l'as vu, la locomotive super rapide qui vient de passer?
Tu veux parler de Connor? C'est une locomotive moderne qui vient d'être engagée. Il s'occupe des passagers qui viennent du continent. En tout cas, il a l'air assez vaniteux. Je me trompe? Ça ne se fait pas de foncer comme ça et de faire peur aux autres locomotives. Connor n'est pas vaniteux, je le connais bien. Et je le trouve même drôlement sympathique. Visiblement, les jumeaux ne sont pas du tout du même avis. Un peu plus loin, Bill et Ben sont en train de traverser le tunnel de Henry quand soudain... Salut les jeunes! Devinez qui les croise dans l'autre sens, roulant à fond les wagons. Ah, c'était encore lui, hein, Bill? J'en ai l'impression, oui. Oh, peut-être qu'on devrait lui donner une leçon à notre façon. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi pas, ça lui apprendrait. Et c'est ainsi que pour se venger, les jumeaux décident de jouer un mauvais tour à Connor. Justement, voilà la locomotive fuselée qui traverse le pont séparant Chicalor du continent. Bill l'attend devant le stop. Bonjour, super fusée. Salut l'ami, moi c'est Connor. Et moi, Bill. Ça te dirait de faire la course, Connor? Toi contre moi, d'ici jusqu'au château des elfes. Ça ne serait pas loyal, Bill. Ne le prends pas mal, mais je suis bien trop rapide. À moins que je ne me serve que d'un seul piston. Un seul piston? Non, je refuse. Roule aussi vite que ça te chante. Tu serais étonné de voir à quel point je suis rapide. Très étonné, même. Bon, d'accord, j'accepte. Mais je t'aurais prévenu. Maintenant! Les locomotives démarrent à fond les wagons. Mais Bill est vite distancé. Il faut vraiment être idiot quand même. Faire la course avec une machine moderne et surtout ultra rapide comme moi. Et pourtant, quand Connor arrive au château, une surprise l'attend. T'en as mis du temps, dis donc! Je croyais que t'étais une fusée! Connor est persuadé que c'est la même locomotive qu'il a laissée près de la passerelle, alors qu'en fait, c'est son jumeau. Et comment? Par quel... Explique-moi comment tu as fait. Je ne t'ai jamais vu me passer devant. Oh, c'est parce que je devais rouler trop vite pour toi. Tu n'as pas senti un courant d'air à un moment? Ne sois pas susceptible, on n'a qu'à faire la belle. Tout de suite, ça te va? On fait la course dans l'autre sens. D'accord. Les voilà de nouveau sur la ligne de départ. À vos marques, prêts? Partez! Cette fois-ci, Connor est bien décidé à prendre sa revanche et à gagner. Il est tellement obsédé par la victoire qu'il consacre toute son attention à la voie et malheureusement, il ne remarque le signal qui passe au rouge que trop tard. Et c'est la catastrophe. Henry, non, attention! Ah! Oh! Connor, tu pourrais faire attention où tu roules! Tu as failli me percuter! Le soulagement de Connor est de courte durée. Regardez qui voilà. Il y en a un qui va se faire disputer. Je ne sais pas comment ça se passe sur le continent, mais une chose est sûre, la sécurité est la priorité quand on roule sur mon chemin de fer. Aucune locomotive n'a le droit de passer quand l'un des signaux vire au rouge. Je tiens à vous faire mes excuses. Ça ne se reproduira pas, mais je... En voilà un qui tombe à pic. Oh, misère! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les choses vont se corser. Oh non! Le pauvre Connor est tombé en panne, chef! Oh, évidemment, vous êtes deux. Et vous vous êtes moqué de moi. Je me demandais comment vous pouviez être plus rapide. Bill et Ben, j'aurais dû me douter que vous étiez derrière cette histoire. Il est grand temps que je mette un terme à vos farces stupides. C'est aller trop loin. Le gros contrôleur ordonne à Bill d'aller à l'atelier de réparation pour se faire repeindre en une autre couleur. Comme ça, tout le monde pourra enfin savoir lequel est Bill et lequel est Ben. Bonjour, Bill. Sois le bienvenu chez nous. J'ai cru comprendre qu'il fallait te repeindre. Je suis pas Bill, moi c'est Ben. Toi tu peux parler à mon frère Bill.
Attends, je vais le chercher. Oh non, 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 reste là. Tu essaies de me jouer un mauvais tour, mais le gros contrôleur m'a prévenu, alors ça ne marche pas. Et c'est ainsi que Bill se retrouve avec une carrosserie non plus jaune comme son frère jumeau, mais bleue. Comme tu es chaud! Pas la peine d'en rajouter, Ben. Bill est déjà assez vexé comme ça. Et puis, quel est l'intérêt d'être différent? Une idée fuse alors dans la cheminée de Ben. Le lendemain, Ben profite de l'absence de Victor pour aller faire un tour à son atelier. Salut, Kevin! Moi, c'est Bill! Je viens faire repeindre ma carrosserie. C'est le gros contrôleur qui m'envoie. Bill? Mais pourtant, je croyais qu'on l'avait déjà fait hier. Hein? Tu crois? Moi, je m'en souviens pas. Réfléchis, j'aurais la carrosserie d'une autre couleur si vous m'aviez repeint hier. Peut-être qu'on devrait attendre, Bill. Victor ne va plus tarder. Oh, mais dans ce cas, alors, vu que tu refuses de repeindre ma carrosserie, je vais devoir aller le dire au gros contrôleur. Non, fais pas ça. D'accord, installe-toi, Ben. Je vais chercher la peinture. Non, tu veux dire Bill? Désolé, Bill. J'adore cette nouvelle couleur. Ça me va bien, le bleu. Même chose pour toi, Bill. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Kevin! Malheureusement, Victor arrive trop tard. Les jumeaux sont redevenus chacun la copie conforme de l'autre. On vous a eu. Au revoir. Désolé, chef. Et alors que les jumeaux prennent le chemin du retour, ils aperçoivent Connor au loin. Oh, regarde, Bill. C'est Connor. Et si on lui proposait de faire la course contre une machine fraîchement repeinte? Bonne idée, Ben. Officiellement, c'est moi qui suis passé du jaune au bleu, je te rappelle. Je vais voir s'il veut bien faire la course jusque chez Victor. Salut, Connor. Tu me reconnais, j'espère. Allez, on fait la revanche? Maintenant que ton frère jumeau est en jaune et toi en bleu, d'accord. On va jusque chez Victor, alors. Allez, appuie à fond sur l'accélérateur. Pourquoi veux-tu que je me fatigue? Un raccourci pour Thomas. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de la petite île de Chicalor. Thomas est tranquillement en train de travailler en compagnie d'Annie et de Clarabelle, quand soudain, il croise Bertie qui roule sur la route d'à côté. Salut les escargots! Oh, ignore-le, Thomas. Il adore se moquer de nous. Mais vous n'êtes pas des escargots. Vous filez aussi vite que le vent. Oh, ce n'est pas de nous qu'il parlait. Hé, regardez, j'ai 2 minutes d'avance. Sans mon intervention, tu seras arrivé très en retard. Là, tu es injuste. Avec moi, les voyageurs arrivent toujours à la gare à l'heure prévue. Oh, reconnais qu'en ce moment, tu te la coules douce. Ces derniers temps, j'arrive souvent au passage à niveau avant toi. Arrête de dire que je suis lent. On fait la course, je parie que je vais gagner. Thomas et Bertie adorent faire la course ensemble. De temps en temps, c'est Bertie qui est le plus rapide. Surtout quand Thomas doit attendre que des moutons libèrent le passage. Mais parfois, c'est Thomas qui arrive en tête. Par exemple, quand Bertie doit patienter pendant qu'on répare la route et qu'il y a du trafic. Roule moins vite, Thomas. Les chaînes vont se briser. Ou tu vas te casser un essieu. C'est moi qui suis en tête. C'est moi qui vais gagner. Malheureusement, ces derniers temps, à chaque fois qu'ils font la course, et même si Thomas roule à fond les wagons... Oh non! C'est toujours Bertie qui gagne. C'est fou comme tu te traînes en ce moment, mon pauvre Thomas. Thomas a beau se creuser la cheminée, il n'arrive pas à comprendre comment Bertie peut gagner la course à chaque fois.
J'ai roulé encore plus vite que d'habitude. Un peu plus tard dans la journée, leurs chemins se croisent à nouveau. Mais Thomas boude dans son coin et refuse de faire coucou à son ami. Allons, ne sois pas fâché. Pour te consoler, je vais t'avouer mon secret. Quoi? Quel secret? Ça fait une semaine qu'on m'a dérouté. En fait, maintenant je prends un raccourci, du coup, mon trajet est beaucoup plus court. Thomas n'en croit pas ses pistons. Il ne savait pas qu'on avait le droit de prendre des raccourcis pendant la course. Cette nuit-là, Thomas est tellement en colère qu'il n'arrive pas à dormir. C'est un tricheur. J'aime faire la course avec lui, mais si on le déroute, ça change tout. Ça veut dire quoi, être dérouté, au fait? Ça signifie que tu ne prends pas le même chemin que celui que tu avais l'habitude de prendre. Et en quoi ça te dérange, ça, Thomas? Bertie prend un raccourci maintenant. Alors forcément, il arrive avant. Tout à coup, une idée géniale fuse dans la cheminée de Percy. Dis donc, et pourquoi tu prendrais pas un raccourci, toi aussi? Tu diras que tu as été dérouté, tout comme Bertie. Thomas réfléchit et se dit que c'est une excellente idée. Mais ces wagons ne sont pas du tout du même avis. Il n'y a pas de raccourci sur la ligne principale, tu le sais. Si tu prends un autre chemin, tu risques d'oublier une gare ou de mettre en retard tes voyageurs. Tant pis, Thomas est déterminé. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Un peu plus tard, Thomas arrive à la gare des Fleurs, pile au même moment que Bertie. Certains passagers descendent du train et d'autres montent encore plus nombreux. Mais dès que les portes des wagons se referment, Thomas redémarre à toute vapeur. Au revoir, Bertie. À très bientôt, Thomas. Cette fois-ci, pas question de perdre la course. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Thomas s'approche d'un croisement où les rails partent vers la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. Non, pas de chance. C'est juste une voie de garage pour les locomotives qui veulent se reposer. Et le revoilà sur la ligne principale. Quelques mètres plus loin, Thomas tombe sur une autre voie qui s'écarte sur la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. À notre avis, non. À notre avis, non. Cette fois-ci, Thomas découvre une vieille gare abandonnée. Oh, flûte. C'est tout sauf un raccourci. Dommage. On t'avait prévenu. On t'avait prévenu. Les passagers commencent à se plaindre. Mais Thomas refuse toujours de s'avouer vaincu. Il finit par trouver une portion de voie assez ancienne qui conduit vers la forêt. C'est forcément un raccourci, ça. On te dit qu'il n'y en a pas, Thomas. Pendant ce temps-là, Bertie attend Thomas au passage à niveau. D'habitude, il met moins de temps, c'est étrange. À l'intérieur, les passagers se mettent à rouspéter. Du coup, Bertie est obligé de redémarrer. Thomas, lui, avance tant bien que mal à travers la végétation. Derrière, Annie et Clarabelle font la tête. Thomas, s'il te plaît. Tu nous emmènes où déjà? Tout va bien. Ce raccourci doit bien déboucher quelque part. On va vite sortir de cette forêt et ensuite... Thomas percute un butoir qui était caché par des branches et c'est la catastrophe. Oh non! Je ne peux pas reculer. Je suis coincé. Les passagers sont tous très mécontents. Ils comprennent qu'ils n'arriveront jamais à la gare à l'heure prévue. Alors forcément, Thomas se sent coupable. Devinez qui klaxonne. Eh oui, c'est Bertie. Salut Thomas. À quoi tu joues, je peux savoir? Oh, j'ai simplement essayé de trouver un raccourci, mais j'ai juste réussi à dérailler. À cause de moi, mes passagers vont être en retard. Oh, misère. Mais si ça peut te rendre service, je veux bien m'occuper d'eux. Finalement, les passagers de Thomas trouvent que c'est un excellent arrangement. Mais la locomotive se sent toujours ridicule avec ses roues dans le vide.
Et c'est seulement en fin de journée qu'Harvey intervient. D'abord pour déplacer Annie et Clarabelle, et ensuite pour soulever Thomas et le remettre d'aplomb sur les rails. Bien évidemment, le gros contrôleur est très en colère. Tes passagers n'aiment pas arriver en retard et tu le sais très bien. Et à cause de toi, j'ai dû bouleverser tout mon planning. C'est regrettable et j'en suis désolée. En fait, je voulais trouver un raccourci. Mais promis, je ne quitterai plus la ligne principale dorénavant. Quelques jours plus tard, Thomas est de retour aux Quatre Vents. Comme il doit transporter des voyageurs, il vient chercher Annie et Clarabelle. Thomas! Oh, ravi de te voir! Tu nous as manqué! C'est très gentil, merci mesdemoiselles. Et vous aussi, vous me manquiez. Thomas a promis au gros contrôleur de ne plus jamais prendre de raccourcis. Et on peut lui faire confiance pour tenir sa promesse. Que le meilleur gagne, l'escargot! Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de faire la course avec Bertie. Et parfois... c'est même Thomas qui arrive le premier.